Mystère, trahison et émotions fortes. L'épisode du 25 juin 2025 de Demain nous appartient, bouleverse tout ce que vous pensiez savoir sur vos personnages préférés. Martial est retrouvé mort dans des circonstances troublantes. François s'effondre sous le choc, ou sous le poids d'un secret inavouable. Soisic, Gabriel, Lizzie, Alain, chacun voit sa vie basculer. Rien ne sera plus jamais comme avant. Nous plongeons au cœur de l'intrigue avec des analyses inédites et des révélations qui vous laisseront sans voix. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ce qui se cache derrière les silences? Regardez la vidéo maintenant et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Chaque like, chaque commentaire nous aide à continuer de décrypter vos séries favorites. Ensemble, restons aux premières loges de l'émotion. C'est une matinée ordinaire à 7, mais l'air semble plus lourd que d'habitude. Les premières images de l'épisode s'ouvrent sur une atmosphère silencieuse, presque figée dans le temps. François, le visage tendu, traverse un couloir désert. Son téléphone à la main, il avance lentement, guidé par un pressentiment qu'il ne parvient pas à chasser. Lorsqu'il pousse la porte de la salle où se trouve Martial, un cri muet se lit dans ses yeux. Ce qu'il découvre est insoutenable. Martial, sans vie, étendu au sol, son regard vide figé dans l'éternité. François reste quelques secondes immobile, comme paralysé. Sa respiration s'accélère, ses mains tremblent. Il peine à comprendre ce qu'il voit, comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité. Puis, dans un sursaut mêlé d'horreur et de panique, il se précipite vers le corps de Martial, vérifie son pouls, appelle désespérément son nom. Aucun signe de vie. Le constat est évident. Il est trop tard. Sans attendre davantage, François attrape son téléphone et compose le numéro d'urgence. Sa voix est tachée, presque inaudible. C'est François Lehaut. Il est de mort. Martial est mort. Venez vite. Les mots peinent à sortir, étranglés par l'émotion. L'intervention de la police est rapide. En quelques minutes, le lieu du drame est bouclé. Les enquêteurs prennent possession de la scène, relèvent les premiers indices, documentent chaque détail. Martial gît là, sans trace apparente de violence, mais dans une position suspecte. Est-ce un accident? Un suicide? Ou bien pire, un meurtre? François est immédiatement interrogé. Assis sur un banc, le regard perdu, il tente de répondre aux questions des officiers. Où était-il ce matin? A-t-il entendu ou vu quelque chose d'anormal? Pourquoi est-ce lui qui a découvert le corps? Ses réponses sont floues, parfois contradictoires. L'émotion peut tout expliquer, certes. Mais pour les enquêteurs, chaque mot est une pièce d'un puzzle qui ne semble pas encore collé. La caméra s'attarde sur les gestes de François. Il se frotte les mains compulsivement, évite le regard des policiers, s'en mêle dans les horaires qu'il décrit. Le malaise est palpable. Il semble sincèrement bouleversé, mais quelque chose cloche. Est-ce la culpabilité d'un simple témoin impuissant ou celle d'un homme qui cache un secret bien plus profond? Le chef de la brigade, quant à lui, demande discrètement un test de toxicologie et fait sécuriser les alentours. Aucun détail ne sera laissé au hasard, d'autant plus que la victime, Martial, n'est pas un inconnu. Son nom circule depuis plusieurs semaines dans des affaires tendues. Et ce que peu savent encore, c'est que François et Martial entretenaient une relation complexe, faite de rivalité, de tensions non résolues, et peut-être d'une dette morale ou sentimentale. Alors que les médecins légistes s'apprêtent à transporter le corps, François reste figé, le visage blême. On devine que cet événement ne sera pas un simple fait divers dans sa vie, mais bien un tournant majeur. La mort de Martial vient bouleverser tous les équilibres, ouvrir la porte à des révélations inattendues et surtout poser une question centrale. François a-t-il perdu le contrôle? À peine la nouvelle de la mort de Martial commence-t-elle à se répandre que l'onde de choc atteint de plein fouet Soisic. Alors qu'elle s'affaire dans la cuisine, dans une routine rassurante qu'elle s'efforce de maintenir, elle reçoit un simple message sur son téléphone. Quelques mots seulement, envoyés par un collègue. « Martial est mort, c'est François qui l'a trouvé ». La réaction est immédiate. Le temps se suspend. Le téléphone glisse de ses mains et tombe au sol. Son visage se fige, ses jambes fléchissent. Soisic s'accroche au plan de travail comme si sa vie en dépendait, puis dans un souffle à peine audible murmure « Ce n'est pas possible, pas lui ». Dans la pièce voisine, Alain, alerté par le bruit, accourt. Il trouve sa femme livide, incapable de parler. Il la rattrape juste avant qu'elle ne s'écroule. La scène, d'une intensité dramatique saisissante, révèle l'immense fragilité d'une femme que rien ne semblait pouvoir atteindre. Depuis plusieurs semaines, Soisic était distant, préoccupé, comme hanté par des pensées trop lourdes pour être partagées. Cette fois, l'effondrement est total. Alain tente de comprendre, mais les mots de Soisic sont confus. Elle répète, comme en transe, « Je ne savais pas. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Cette phrase, captée par Lizzie qui se tenait non loin, allume une première étincelle de doute. Qu'est-ce que Soisic cache? Pourquoi ce choc si profond? Bien sûr, elle connaissait Martial. Tout le monde à l'hôpital le connaissait. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que leur relation allait bien au-delà du cadre professionnel. Peu à peu, les souvenirs remontent, douloureux et entremêlés. Il y a quelques mois, Martial et Soisic semblaient particulièrement proches.
Des regards échangés dans les couloirs, des pauses café prolongées, des discussions à voix basse. Certains collègues avaient remarqué cette complicité étrange, mais personne n'avait osé poser la question frontale. Swazik avait balayé d'un sourire tous les soupçons. « Martial est comme un frère pour moi », disait-elle. Mais ce matin-là, en découvrant la terrible nouvelle, ce masque vole en éclats. Dans sa chambre, allongé sur le lit, Swazik revit leur dernière conversation. Martial était tendu. Il avait évoqué des problèmes graves, des choix qu'il ne pouvait plus assumer seul. Il avait même parlé de tout avouer à François. À l'époque, Swazik avait tenté de l'en dissuader. Elle craignait les conséquences. Avait-elle fait une erreur? Aurait-elle dû l'écouter davantage? La culpabilité s'infiltre dans chaque recoin de son esprit. Dans l'après-midi, les policiers se présentent à son domicile. Rien d'alarmant pour l'instant, un simple témoignage, mais dès les premières ces questions, Swazik se crispe. On lui demande où elle se trouvait ce matin quand elle a vu Martial pour la dernière fois, s'il avait évoqué des intentions suicidaires ou des conflits récents. Swazik répond, mais ses silences en disent souvent plus long que ses mots. Elle semble marcher sur un fil. Son corps est présent, mais son esprit est ailleurs, perdu dans un tourbillon d'angoisse. Alain, témoin impuissant de cette descente aux enfers, commence à comprendre que sa femme n'est pas seulement bouleversée par la mort d'un collègue. Il devine que quelque chose de plus profond, de plus intime, la ronge. Un secret peut-être, une faute. Il tente de la rassurer, lui propose de tout lui dire, de ne pas rester seul avec cette douleur. Mais Swazik détourne le regard, elle ne peut pas encore. Dans un geste symbolique, elle sort une photo rangée dans un tiroir. On y voit Martial, souriant, debout à ses côtés lors d'un congrès médical à Montpellier. À l'époque, leur proximité était passée inaperçue. Aujourd'hui, cette image prend une toute autre dimension. Les souvenirs affluent, une nuit partagée après ce congrès, une conversation à cœur ouvert sur leurs frustrations, leurs échecs conjugaux, leurs espoirs déçus, rien n'était censé durer. Mais les sentiments, eux, s'étaient enracinés plus profondément que prévu. Alors que le jour décline, Swazik s'isole sur la terrasse. Le regard perdu dans le vide, elle laisse échapper des larmes silencieuses. Dans sa tête, une seule pensée revient en boucle. Si j'avais parlé plus tôt, cette douleur sourde, ce chagrin mélangé à la peur, à la honte, à l'angoisse d'être découverte, la consume. Ce que Swazik ignore encore, c'est que ses hésitations, ses regards fuyants, ses réactions incontrôlées commencent déjà à éveiller des soupçons. Chez Lizzie, chez Alain, mais aussi chez la police. Et dans une affaire où chaque émotion est un indice, chaque silence une clé, le passé de Swazik pourrait bien bientôt revenir la hanter. Dans une maison en apparence paisible, loin du tumulte causé par la mort brutale de Martial, un autre dialogue se joue, plus intime, plus doux, mais tout aussi bouleversant. Gabriel et Soraya, installés sur leur canapé, se retrouvent au cœur d'un échange qui pourrait changer le cours de leur relation. La lumière est tamisée, la télévision est éteinte, et la soirée semble idéale pour se livrer. C'est Gabriel qui, le premier, brise le silence. « Soraya, j'ai quelque chose à te dire. » Elle lève les yeux intriguée. Il continue d'une voix calme mais ferme. « Je pense que je veux un enfant, avec toi. » Un instant, le silence se fait lourd. Le regard de Soraya se voile. Elle n'est pas choquée mais surprise. Gabriel, si rationnel, si prudent, lui parle soudain de parentalité comme s'il s'agissait d'une évidence. Pourtant, elle sait à quel point ce sujet les a toujours divisés. Depuis des mois, ils reportent la discussion, évitant les décisions hâtives. Mais cette fois, il est clair que Gabriel ne veut plus attendre. Il n'y a jamais de bon moment, tu sais. Et plus j'y pense, plus je me dis que si on continue à chercher le moment parfait, il ne viendra jamais. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime, non? Ces mots, pleins de sincérité, touchent nos Soraya. Elle le sait. Gabriel serait un père aimant, dévoué. Elle le voit dans sa façon de prendre soin d'elle, dans sa tendresse au quotidien, dans cette solidité tranquille qu'il incarne. Mais l'amour ne suffit pas toujours à balayer les doutes. Soraya détourne le regard, visiblement troublée. Elle soupire profondément, puis murmure « Tu sais que j'ai peur, peur de tout ce que ça implique. Pas seulement les couches, les nuits blanches ou les responsabilités, mais peur de changer, peur de ne plus me reconnaître, peur de ne pas être à la hauteur. » Sa voix tremble légèrement, révélant une vulnérabilité rare chez cette femme si souvent forte et indépendante. Gabriel la prend doucement dans ses bras. Il ne répond pas tout de suite. Il la laisse parler, vider ce qu'elle garde enfoui depuis trop longtemps. Elle évoque son enfance, son besoin d'avoir une carrière stable avant de penser à autre chose, les sacrifices qu'elle a déjà faits pour atteindre ses objectifs et cette sensation sourde que devenir mère pourrait tout bouleverser. Est-ce que je dois tout abandonner pour devenir maman? Est-ce que je perdrai une partie de moi? Loin d'éluder la question, Gabriel l'écoute, puis répond avec la douceur qu'on lui connaît. Tu ne perdras rien, tu deviendras plus encore, tu seras avocate, tu seras femme, et peut-être mère, mais surtout, tu seras toi. Cette phrase, simple mais puissante, agit comme un baume sur les inquiétudes de Soraya. Un sourire timide traverse son visage.
Pourtant, la décision reste difficile. Elle demande du temps, de la réflexion, de l'introspection. Et Gabriel le comprend, il ne lui impose rien. Il exprime juste un désir profond, celui de construire une famille avec elle, sans pression, mais avec amour. Le lendemain, Soraya en parle à sa sœur Noor, qui, fidèle à elle-même, réagit avec enthousiasme. « Tu serais une mère géniale !» Mais elle ajoute aussi, plus sérieusement, « Tu as le droit d'avoir peur, mais tu as aussi le droit d'y croire. » Ce conseil résonne longtemps dans l'esprit de Soraya. Dans les jours qui suivent, le couple traverse une phase de silence doux, de réflexion partagée. Ils se promènent, main dans la main, regardent les enfants jouer dans le parc, s'imaginent un avenir. Ce n'est pas encore une décision, mais c'est déjà un premier pas. Et pendant que le monde autour d'eux vacille, entre drames, secrets et tensions familiales, Gabriel et Soraya explorent un chemin différent, celui de la vie, du renouveau, de l'espoir. Leur histoire rappelle que même dans l'ombre de la tragédie, il est encore possible de parler d'avenir, de tendresse et d'envisager l'arrivée d'une nouvelle lumière. Car parfois, c'est dans les moments les plus incertains que naît le désir d'ancrage, de transmission. Et peut-être qu'un jour, au détour d'un regard complice, ils sauront que cette discussion sur le canapé, un soir d'été, a été le début de leur plus grande aventure. Pendant que le tumulte causé par la mort de Martial continue d'agiter les esprits, Lizzie choisit de se concentrer sur une autre énigme. Depuis plusieurs jours, un acte héroïque agite les couloirs de l'hôpital et de la ville. Une jeune femme prénommée Julienne a été sauvée in extremis d'une situation périlleuse par un inconnu. Le mystère autour de cet ange gardien ne cesse de grandir et Lizzie, animée par sa curiosité naturelle et son sens de la justice, est bien décidée à découvrir de qui il s'agit. Tout commence par une intuition. Un nom revient dans plusieurs conversations, chuchoté, évoqué sans certitude. Alex. Discret, solitaire, souvent en retrait, il n'est pas du genre à se mettre en avant. Pourtant, quelque chose intrigue Lizzie. Elle se rappelle l'avoir croisé non loin du lieu où Julienne a été secourue le jour même des faits. Une coïncidence ? Peut-être, mais Lizzie n'est pas du genre à croire au hasard. Elle commence son enquête avec méthode. Elle retourne sur les lieux, prend des photos, discute avec les commerçants, les passants. Certains évoquent une silhouette masculine, un geste rapide, précis, presque professionnel. D'autres disent n'avoir rien vu. Mais ce flou ne décourage pas Lizzie, bien au contraire. Elle explore les images des caméras de surveillance grâce à l'aide de son ami Charlie, qui a des contacts dans la sécurité municipale. Les vidéos sont floues, mais une silhouette familière apparaît brièvement. Casquette, démarche rapide, le doute grandit. Et si c'était vraiment Alex ? Lizzie décide alors de confronter doucement l'intéressé. Elle passe le voir sous prétexte d'une discussion banale. « Tu étais dans le quartier de la place du marché l'autre soir, non ?» demande-t-elle, l'air de rien. Alex, surpris, esquive la question. Il sourit, change de sujet, mais Lizzie perçoit une gêne dans ses yeux, un aveu silencieux. Peu à peu, elle rassemble les pièces du puzzle. Alex aurait eu des raisons d'être sur place. Il connaît bien Julienne, même s'il ne le montre pas. Ils ont fréquenté le même groupe associatif. Il a même déjà évoqué, sans trop insister, qu'il se sentait parfois inutile, en quête de rédemption. Lizzie comprend alors que son intuition était juste. Mais elle choisit de ne pas le révéler. Pas encore, car ce qu'elle découvre derrière cette enquête, ce n'est pas seulement un héros caché. C'est un homme blessé, pudique, qui ne cherche ni gloire ni reconnaissance, mais simplement à faire ce qui est juste, en silence. Et dans une ville secouée par le drame et les secrets, cette lumière discrète apporte un souffle d'espoir. Le jour s'éteint lentement sur 7, mais dans le cœur d'Alain, une tempête commence à gronder. Depuis qu'il a appris la mort de Martial, une série de pensées l'assaillent. Des souvenirs ressurgissent, des détails qu'il n'avait jamais reliés prennent soudain une nouvelle signification. Et plus les heures passent, plus une question lancinante s'impose à lui. Et si son propre fils François n'était pas aussi innocent qu'il le prétend ? Alain connaît François depuis toujours, évidemment. Il l'a vu grandir, se battre pour ses convictions, enseigner avec passion. Mais il l'a aussi vu changer ces derniers mois. Plus nerveux, moins enclin à se confier. Il y a eu des disputes, des silences, des absences d'inexpliquées. Alain avait mis cela sur le compte du stress ou de la fatigue. Mais maintenant, il se demande s'il n'y avait pas autre chose. Le soir venu, il demande à François de le rejoindre sur la terrasse. Le décor est paisible, mais l'ambiance est tendue. François arrive, le regard sombre. Il sent que quelque chose se prépare et il ne se trompe pas. « François, regarde-moi dans les yeux. Tu n'as rien à voir avec la mort de Martial ? N'est-ce pas ?» Le silence qui suit est lourd, presque étouffant. François baisse les yeux, puis répond d'une voix basse « Je l'ai trouvé mort, c'est tout. Je te l'ai déjà dit. » Mais sa voix tremble légèrement. Et ce détail n'échappe pas à Alain. Tu me caches quelque chose, je le sens. Tu as toujours été incapable de mentir. Je t'ai vu grandir, je sais lire dans ton regard. François tente de se justifier.
Il parle de choc, de confusion, il dit qu'il est innocent, qu'il n'a jamais voulu de mal à Martial, mais plus il parle, plus son père se ferme. Quelque chose ne colle pas. Pourquoi François semble-t-il aussi fragile, aussi perdu? Est-ce la douleur ou la peur d'être démasqué? Alain repense à une conversation qu'il avait surprise entre Soisic et Martial quelques jours plus tôt. Il parlait à voix basse, avec nervosité, et quand il avait interrogé son fils à ce sujet, François avait éludé, changé de sujet. Tout cela forme un tableau inquiétant. Alors, pour la première fois, Alain ose formuler l'impensable. « François, tu ne l'as pas poussé à bout? Tu ne lui as rien fait ?» Cette question, terrible, brise un instant la façade de François. Il se lève brutalement, s'éloigne de quelques pas. Puis de se retournant, il lâche dans un souffle « Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Pas encore. » Ce non-dit, cette esquive, sonne comme un aveu. Et dans le cœur d'Alain, une fissure s'ouvre. Il veut croire en son fils. Il veut croire en son innocence. Mais l'homme en face de lui n'est plus tout à fait le garçon qu'il a élevé. À cet instant, la confiance vacille. Et ce doute, une fois installé, ne disparaîtra pas si facilement. Un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre attention sont ce qui nous motive à continuer de vous proposer des contenus toujours plus riches, passionnants et remplis d'émotions. Si cette analyse de demain nous appartient vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et révélations. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Qui soupçonnez-vous? Quel personnage vous a le plus touché? Vos avis comptent énormément pour nous et pour toute la communauté. Activez la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et restez connecté à l'univers de vos séries préférées. À très vite pour de nouveaux rebondissements.